Ça ici aujourd'hui à la Maison de la Conversation. Alors pour ceux qui sont en ligne, vous l'avez peut-être vu, on est dans un chouette endroit. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas tout voir, vous voyez que la scène. Mais aujourd'hui, on est réunis à la Maison de la Conversation. Et du coup, Xavier, qui en est le président, va nous dire un petit mot sur qu'est-ce que la Maison de la Conversation. D'accord, bah merci. Alors, je suis fondateur et cofondateur de la Maison de la Conversation, Xavier Cazard. Vous êtes dans un lieu, déjà, je suis très heureux de recevoir Facteur Humain, parce que quand j'entends le nom Facteur Humain et Maison de la Conversation, ça matche pas mal. D'autant plus que je connais Jérémy Et depuis des années, donc on est très heureux de vous accueillir ici. L'étymologie du mot, ça veut dire vivre avec, aussi bien dans la société au sens large que dans les organisations. Et on sent à un moment, on parle beaucoup de société du clash, que ça devient un sujet central. La maison vient d'ouvrir, comme je vous le disais, le site internet qui est maisondelaconversation.org vous présentera la programmation à partir du 20 septembre. Donc si vous voyez des choses qui vous intéressent, vous êtes les bienvenus. On est complètement ESS, on cherche des bénévoles, on cherche des gens qui s'impliquent, on cherche aussi des gens qui financent, comme n'importe quelle organisation. Mais déjà, je trouve que le fait de rentrer dans des programmes, de commencer à s'intéresser à ce qui se passe, de faire vivre aussi chacun à son niveau cette logique de conversation, cette culture de conversation, ça peut amener des impacts intéressants. Et donc, je suis déjà heureux de vous accueillir. Je serai encore plus heureux de vous recevoir à nouveau, maintenant que vous connaissez l'adresse. À bientôt et bonne suite dans votre matinée. Merci beaucoup Xavier et merci pour ton accueil. Tu peux reposer le micro sur la table. On va du coup pouvoir passer à notre seconde étape de la journée. Et j'ai l'impression qu'on a la présentation qui est plus disponible. Il va juste falloir que je reconnecte parce que les personnes en ligne ne voient plus la présentation. Pour le moment, ce n'est pas très grave, mais quand on va voir les pitchs de start-up, ça va être un peu plus embêtant. Du coup, moi, je travaille au LabRH. Je m'appelle Clément Leminck. Et le LabRH, on a eu la chance d'être invité pour animer cette première matinée. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que le LabRH et qu'est-ce que ça a à voir avec le facteur humain. Nous, le facteur humain, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. On est une association à but non lucratif, loi de 1901. Et notre enjeu, c'est de promouvoir l'innovation dans les ressources humaines. Alors Boris et Jérémy, que vous avez vu en première partie, sont autres que les cofondateurs du LabRH, sont eux qui ont permis au LabRH de naître et d'exister. Et aujourd'hui, ils sont encore au conseil d'administration et ils nous accompagnent et nous aident au quotidien dans les décisions stratégiques. Moi, ma casquette au sein du LabRH, c'est d'accompagner des startups, car on va avoir au sein du lab une partie avec des entreprises qui nous rejoignent pour l'acculturation à tout ce qui est innovation et RH de leurs équipes RH. Mais on va aussi avoir du coup des startups qui, elles, sont porteuses de l'innovation et proposent des solutions qui cherchent à renouveler, à repenser la place de l'humain justement dans le monde de l'entreprise. Et plus largement dans le monde du travail, puisque le travail ne se fait pas forcément en entreprise. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'autres modes de travail. Au sein du LabRH, on compte plus de 280 startups sur l'ensemble de la chaîne de valeur RH. On va avoir des startups autour de la QVT, la qualité du travail, on va avoir des startups autour du recrutement, de la formation, de la RSE, donc plein de sujets qui doivent vous parler. Et aujourd'hui, on en a sélectionné, avec l'aide des organisateurs de cette université d'été, 5, même en fait un peu plus que 5, vous verrez, car il y en a une, la toute première, qui est un projet collaboratif entre plusieurs startups, pour qu'elles viennent vous parler un petit peu de ce qu'elles font et de comment elles essaient de répondre
à des enjeux sociétaux tels que ceux qu'on adresse tout au long de la semaine avec l'université d'été. Donc je ne vais pas plus vous embêter, parce qu'on est déjà un petit peu en retard sur notre planning, et je vais très bientôt laisser place à notre première startup. Et juste avant, désolé pour ceux qui sont en présentiel, il faut qu'on règle ce petit problème de Zoom et que je remette la présentation en ligne. Le micro, on est reconnecté. Ah, ok, on est de retour en ligne. C'est juste la presse que vous ne voyez pas, mais vous nous entendez. Pardon pour ce petit couac. Sacré effet Bonaldi, effectivement, mais on y arrive. On va résoudre tout ça et on pourra passer à notre première startup qui, comme je vous le disais, est une collaboration parce que c'est aussi ce qu'on essaie de faire au sein du LabRH. On a beaucoup d'acteurs, on a des entreprises dont je vous ai parlé, on a des startups, mais on a aussi des écoles, des universités, des labos de recherche. Et notre enjeu, c'est avant tout de favoriser l'interaction, la co-construction entre ces différents acteurs. Et parfois, on voit naître des beaux projets collaboratifs. Oui, c'est bon. Apparemment, on est de retour en ligne et vous pouvez de nouveau voir la présentation. Ah non, vous ne pouvez pas encore voir la présentation, il faut retourner sur le Zoom. Je peux te laisser, Elior, reconnecter sur le Zoom. Et je finis de vous expliquer un petit peu l'idée de ces projets collaboratifs. Parfois, on a la chance de voir émerger des projets où plusieurs startups se disent « Mais tiens, mais en fait, on aurait intérêt à construire des choses ensemble parce que moi, je me rends compte que mes clients, ils sont contents d'avoir ma brique, mais ils cherchent aussi cette autre brique complémentaire. Et toi, j'ai vu que tu l'as proposé. Et à l'inverse, toi, tes clients, ils cherchent peut-être ma brique. Ce genre de choses. Et de là, on voit émerger beaucoup de projets collaboratifs. Parfois, ça va être du prêt de technologie d'une startup à une autre startup. Parfois, ça va être de la co-construction de projets à valeur ajoutée qui peuvent prendre plein de formes. Ça peut être des webinars, peut être des livres blancs, des études scientifiques, des baromètres. Et tous ces beaux projets, nous, on les partage très régulièrement sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. On a une grosse audience avec un peu plus de 80 000 abonnés. Et on cherche à mettre en avant tous ces projets qui émergent de la communauté et des startups. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que comme je vous disais, notre première startup, c'est en fait plusieurs startups qui vont intervenir, qui ne sont autres que eSense, Coach for Eyes et Yes We Share. Et elles vont pouvoir vous expliquer un petit peu en ce qu'elles ont fait. Je dis elles, car c'est une autre bonne nouvelle, c'est que ce sont des entrepreneuses, quelque chose de rare dans le monde des startups, mais qui existent aussi, et on est très content de pouvoir les faire briller. On est toujours en train d'essayer de reconnecter la présentation. Mais Nathalie, Clémence, je peux d'ores et déjà vous appeler sur scène. Et dès qu'on a la présentation qui est prête, vous pourrez vous lancer. Il faut se connecter. Ah non, il faut l'ID dans les mails. Alors, on va y arriver. Attends, je vais te renvoyer par mail. Voilà, on a parlé des compétences du 21e siècle. Je pense qu'on peut ajouter la capacité à se connecter à un réseau et à lancer un Zoom. Ça m'a l'air d'être une compétence cette dernière année nécessaire. Et visiblement, on a un petit axe d'amélioration là-dessus, mais c'est pas drôle si on n'a pas des choses à apprendre et on est là pour ça. C'est bon, on est en train de se reconnecter. Il faut juste partager l'écran. Non. Ouais. Chrome. Ouais, du coup, on s'est reconnecté sur un problème de réseau dans la maison. On s'est connecté sur notre téléphone. 4G, ça devrait marcher. C'est cette présentation. C'est l'autre. Elle est derrière le petit Zoom. Voilà, elle est là. On y arrive. Clémence, Nathalie, ça va être votre tour.
C'est bon, on est bon. Est-ce que dans le chat, vous pouvez juste nous écrire un petit message pour nous confirmer que vous voyez bien? Et le micro? Ouais. Non, on a un micro qui est... Ah, du laptop. On est bon. Nathalie, Clément, je vais vous installer. Vous avez les micros qui sont sur la table. Si besoin, vous avez des petits bouteilles d'eau. Et puis, on va vous mettre la presse et vous pourrez défiler avec le clavier. Super, on est tout bon. Le format pour ces pitchs de start-up va être toujours le même, sauf pour cette première intervention, vu qu'elles sont plusieurs. Elles auront le droit à 15 minutes, puis 5 minutes de questions-réponses. Et toutes les autres start-up auront le droit à 10 minutes de présentation, suivies de 5 minutes de questions-réponses. Si vous avez d'autres questions, on vous donnera les coordonnées des start-up pour que vous puissiez les contacter et échanger plus en amont avec elles. Nathalie, Clémence, c'est à vous. Vous avez 15 minutes. Eh ben, bonjour à tous, on est ravis d'être là. Donc, moi, je suis Clémence Pagnon, je suis la cofondatrice avec Ismaël Aswani de e-Sens. Et je suis du coup avec Nathalie. Je te laisse juste te présenter. Bonjour, je suis Nathalie Villard, je suis la fondatrice de la société Coach for Eyes. Je suis aussi orthoptiste et je développe en fait en entreprise des services pour accompagner les collaborateurs dans toutes les bonnes pratiques digitales et faire en sorte qu'ils préservent durablement leur santé visuelle au quotidien. Alors aujourd'hui, on est 3 startups à présenter. Alors on n'est que 2 parce que notre associée dans le projet, Gaëlle Bassuel, qui est la fondatrice de Yes We Share, n'a pas pu être là avec nous ce matin, mais on la représente. Donc on va essayer de porter sa voix haut et fort. Et donc on s'est réunis, comme l'a dit Clément, parce que c'est Yes We Share en fait qui crée des chatbots. Donc qu'est-ce que c'est un chatbot, hein? C'est un outil qui permet, c'est un outil conversationnel qui permet du coup d'avoir de l'information et de pouvoir échanger avec un petit robot qui va pouvoir vous accompagner. Et Yes We Share, donc Gaëlle, a inventé des chatbots à impact. Alors qu'est-ce que c'est des chatbots à impact? C'est des chatbots qui sont au service des transformations positives, c'est-à-dire des chatbots qui parlent d'inclusion, qui parlent de lutte contre le sexisme, qui parlent de santé, qui parlent de handicap. Et qu'est-ce qu'a fait Yes We Share? C'est qu'elle est allée chercher des partenaires experts de leurs solutions pour créer ces chatbots à impact. Et donc, elle est allée chercher Nathalie pour un chatbot sur la santé visuelle, dont on va vous parler ensuite. Et elle est allée nous chercher, nous, e-Sens, sur le sujet de parentalité et carrière, pour monter un chatbot spécifique sur le retour de congé maternité. Donc, nous, chez e-Sens, on accompagne les salariés parents d'un côté et les entreprises de l'autre à bien concilier sa casquette de parent d'un côté et sa casquette de professionnel de l'autre, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les jours facile, notamment en ce premier jour de rentrée, 1er septembre, où j'imagine que vos petits loulous sont en train de faire leur rentrée à l'école. Voilà. Je te laisse présenter le projet que tu as avec Yes We Share. Oui, alors on a beaucoup parlé en fait avec l'introduction de Boris et de Jérémy tout à l'heure de digital et de l'importance en fait du digital dans notre quotidien, à la fois perso mais surtout en fait en entreprise. Hein. On est dans une phase de transformation digitale avec des outils qui nous permettent d'aller plus vite, de capter l'information en fait de façon beaucoup plus rapide, de automatiser certaines tâches. Eh bien, ce digital là, il a réellement une conséquence en fait sur notre système visuel, sur notre cortex occipital. On n'est plus dans le pariétal, on n'est plus dans le préfrontal, on est dans l'occipital. On passe aujourd'hui plus de 8 heures par jour devant des écrans digitaux. C'est énorme, hein, c'est même plus que le temps de sommeil. Et ça, cette exposition digitale, vous vous en êtes peut-être rendu compte, elle a une conséquence en fait fonctionnelle sur votre santé visuelle. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi aujourd'hui, le système visuel, le cerveau occipital, c'est 84% du système sensoriel, très loin devant le qui ne représente que 16%. En même temps, ce n'est pas réellement étonnant puisque les yeux, c'est le premier organe que vous mettez en éveil le matin et c'est le dernier que vous mettez au repos le soir. Et durant toute votre journée active, vos yeux ont été la première entrée neurologique. Le cerveau visuel a capté l'information et l'a dispatché vers d'autres aires cérébrales, pariétales, préfrontales, etc., etc. Donc, vos yeux, aujourd'hui, c'est vraiment votre outil de travail. Et si on fait une petite expérience, je vous demande là, à l'instant dans l'Assemblée, de fermer vos yeux pendant 10 secondes. Allez-y. Et imaginez votre quotidien en fait sans le système visuel. Comment vous feriez aujourd'hui ? Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Et voilà, c'est cette importance-là de votre système visuel, vous en rendez sans doute pas compte, mais c'est ce qui vous booste en fait, c'est ce qui vous permet d'exister aussi aujourd'hui. Et nous, on s'intéresse en fait aujourd'hui à cet outil-là
qui est un outil fortement sollicité, les yeux, mais c'est aussi surtout un outil fortement malmené, puisque en entreprise, plus de 7 salariés sur 10, 70% des utilisateurs des écrans souffrent de fatigue visuelle. Alors la fatigue visuelle, c'est en fait un mot générique qui va intégrer des troubles visuels comme les maux de tête, les migraines, les picotements, les yeux rouges, les troubles de la concentration, bref, un certain nombre de signes fonctionnels qui vont altérer en fait le travail des salariés dans leur quotidien. Donc, comment on y répond en fait aujourd'hui? On va accompagner justement les entreprises, les RH, les services de santé au travail à travers en fait des outils innovants et technologiques comme le chatbot qu'on a co-créé en fait avec Yes We Share, qui s'appelle VisiBot et qui est un chatbot qui se positionne dans des outils de messagerie instantanée pour pouvoir faciliter en fait l'accès à tous les collaborateurs et qui va transmettre des informations. On peut regarder derrière des informations en fait sur l'ergonomie, sur les bonnes habitudes à avoir et puis aussi sur des petits exercices qui sont issus des pratiques orthoptiques et qu'on a déclinés à titre préventif. Voilà. On va aider le collaborateur à lutter contre la statique oculaire, à lutter en fait contre l'exposition digitale au quotidien. Et c'est vraiment un enjeu de santé aujourd'hui dans les entreprises. Vous avez dû d'ailleurs peut-être être alerté par le gouvernement chinois qui a stoppé en fait les jeux vidéo aux enfants parce qu'il y a réellement un enjeu de santé. Depuis une dizaine d'années déjà, les ophtalmologistes et les scientifiques confirment que le digital a des conséquences pathologiques sur le système visuel, notamment on s'attend à un doublement du nombre de myopies d'ici 2050. La myopie, ce n'est pas juste une paire de lunettes. La myopie, c'est une pathologie à la fois réfractive, à la fois du nerf optique et à la fois de la rétine. Donc ça a des conséquences vraiment importantes en fait sur la santé visuelle sur le plan mondial. C'est aussi le digital, un accélérateur des MLA. C'est une maladie dégénérative comme Alzheimer et comme Parkinson, mais qui est dédiée à la rétine. Et puis, troisième point, on sait que quand on est trop exposé aux écrans, on accélère le syndrome sec de l'œil, la sécheresse oculaire. Donc, tous ces éléments-là, du coup, voilà, on peut les anticiper, on peut les prévenir avec des outils qui vont donner les bonnes pratiques, la boîte à outils, en fait, pour les collaborateurs. Donc, première chose, quelques conseils pour vous, pour vos collaborateurs, pour vos équipes. Faites en sorte d'être bien positionné devant vos écrans avec un cadrage ergonomique. Pensez aussi à faire des pauses visuelles régulières et à cligner des yeux régulièrement. Et puis, pareil, essayez de faire des petits exercices en fait ludiques de détente pour stimuler en fait les muscles oculaires et rompre la statique durant laquelle on est quand on est face à un écran digital. Merci Nathalie. Et donc voilà, donc ça c'est VisiBot, le bot dédié à la santé visuelle. SwiShare. Et nous, chez iSense, on a développé un autre chatbot qui s'appelle Mélie Desmélo. Juste pour vous donner quelques enjeux autour de la question de l'articulation de la parentalité de la carrière. Aujourd'hui, quels sont les enjeux quand on parle de parentalité au travail, surtout en cette journée de rentrée? La question, c'est vraiment la question de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Aujourd'hui, on sait que les collaborateurs attendent de leur entreprise que la culture de l'entreprise et la façon dont le travail est organisé leur permettent d'équilibrer de façon facile leur vie de famille et leur vie professionnelle. Aujourd'hui, dans les derniers chiffres qu'on publiés sur une étude de 2020 de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, il est dit que 41% des salariés estiment que la prise en charge et la prise en compte d'un meilleur équilibre vie pro-vie perso par l'entreprise a une importance très forte sur la marque employeur et sur la façon dont ils sont attachés et ont envie de rester dans l'entreprise. Donc c'est effectivement un enjeu extrêmement important. Quand on devient parent, on n'a pas envie, et encore moins les générations qui arrivent là, qui deviennent managers en ce moment, qui ont une trentaine, 35aine d'années, n'ont pas envie de mettre de côté, d'être mis au placard parce qu'ils deviennent parents. Ils n'ont pas non plus envie de mettre leur vie de famille au placard quand ils deviennent managers. Donc il y a vraiment un enjeu de traiter cette question de l'équilibre vie pro-vie perso. Et puis l'autre enjeu qui est extrêmement aussi important, qui rejoint des enjeux d'égalité professionnelle, c'est qu'on sait aujourd'hui que c'est la naissance du premier enfant qui commence à faire une divergence
entre les carrières féminines et les carrières masculines de l'autre. On a un décrochage important de carrières féminines. C'est à ce moment-là que s'installe le plafond de verre. Pour vous donner un autre chiffre, aujourd'hui, à peu près l'écart de salaire entre un père et une mère, donc une femme qui a des enfants et un homme qui a des enfants à 45 ans, il est de 25%, l'écart de salaire, alors qu'entre un homme et une femme qui n'a pas d'enfants, il n'est que de 7%. Alors 7% qui ne s'explique pas non plus, mais en tous les cas, on voit que la parentalité a un impact extrêmement important sur l'évolution des carrières au féminin, et donc il est important pour les entreprises aujourd'hui, dans un objectif de mixité, dans un objectif de rattrapage, de pouvoir traiter de ces questions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ça? Nous, chez iSense, on a plusieurs solutions. On fait des ateliers de formation, on forme aussi les managers, parce qu'on sait que les managers, c'est les premiers ambassadeurs de votre politique d'entreprise. On fait des audits, on fait des conseils en politique parentalité auprès des équipes RH, on rédige des chartes, etc. Et aussi, on a développé donc ce fameux chatbot qui s'appelle Mélie Desmélo, qui accompagne les femmes au moment du retour de congé maternité. On sait que c'est à ce moment-là précis qu'on a besoin d'aide et d'accompagnement sur ces questions. Aujourd'hui, Mélie Desmélo, c'est un chatbot qui lui permet d'avoir de l'information avant, pendant et après sa reprise du travail, à la fin de son congé maternité, sur des sujets à 360 degrés, sur les modes de garde de bébé, sur le retour d'entreprise, sur retrouver une équipe et un collectif d'entreprise qui a pu changer, de faciliter ce retour au travail pour les jeunes mères. Et c'est aussi une solution RH, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les RH ont envie de faire des choses, mais ne savent pas forcément comment accompagner ce moment un petit peu sensible, un petit peu intime du retour de congé maternité. En termes de perspective, les choses sont quand même positives, hein. On l'a pu le constater récemment. La crise sanitaire, elle avait mis en avant le fait que les enfants étaient arrivés dans le monde du travail, tout simplement parce qu'on les a vus débarquer dans nos écrans physiquement, hein. On a tous en mémoire une visioconférence avec un collègue, avec un petit qui est arrivé. Donc on sent bien que les entreprises ont envie de s'emparer de ce sujet. Il y a eu le Parental Act d'abord, qui a permis de prendre en compte le fait de pouvoir allonger le congé du deuxième parent. Et le légal a suivi ces initiatives du domaine privé, puisque depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité permet à l'homme, ou en tout cas au deuxième parent, de pouvoir prendre 28 jours de congé pour accompagner du coup la naissance de son enfant. Même si ces évolutions sont positives, il y a une route encore assez longue. On a besoin d'instaurer une culture de l'égalité, une culture transverse, de pouvoir reconnaître qu'une mère n'est pas qu'une mère en entreprise, et de pouvoir reconnaître qu'un homme peut aussi être un père. Donc on a besoin de faire ces deux travails-là de reconnaissance. Et puis on a aussi besoin de changer de regard sur la parentalité au travail, dans le sens où on a beaucoup parlé ce matin de compétences, de soft skills. Et bien la meilleure école de soft skills qu'on peut trouver, c'est le fait d'être parent. On développe de la créativité, on développe de l'esprit critique, on doit sans cesse s'adapter, et donc pouvoir reconnaître que ses collaborateurs parents sont dans la meilleure école de management de soft skills possible, c'est aussi assez positif pour l'entreprise. Alors, pour faire un focus sur justement les outils qu'on utilise aujourd'hui et qui sont déclinés par Yes We Share, notamment le chatbot, hein, on va utiliser en fait vraiment l'intelligence artificielle en fait au service de l'impact de la qualité de vie, l'impact de l'inclusion, l'impact autour de la prévention. C'est vraiment en fait un enjeu, c'est vraiment le point d'ancrage qui va à la fois servir l'entreprise en développant en fait sa marque employeur, en créant en fait de l'engagement auprès des collaborateurs et en essayant de développer aussi des valeurs, de l'ADN, une culture en fait d'entreprise positive. Ça aussi l'avantage de pouvoir s'insérer en fait dans une transformation de l'entreprise autour du digital, autour de l'automatisation des tâches. Et puis l'avantage du chatbot, c'est que derrière, on va pouvoir mesurer, on va pouvoir quantifier, et donc on va avoir accès en fait à des KPI et surtout à une notion importante sur le ROI de ces outils-là. Hein. On sait que quand on investit en fait en amont, quand on traite dans par exemple de la prévention, on a forcément en fait des retours sur investissement qui sont nettement plus intéressants, positifs, que si on traite le problème en fait une fois qu'il est arrivé, c'est trop tard. Il y a beaucoup plus de dégâts derrière. Donc les outils en fait de
de chatbot notamment utilisent des contenus de micro-learning et puis ils vont surtout avoir un avantage win-win à la fois pour le collaborateur dans le sens où ils sont positionnés sur des outils de messagerie instantanée, donc comme les Teams, les Slack, les Webex, etc. Donc des outils qui sont déjà utilisés et maîtrisés par les collaborateurs, donc il n'y a pas d'apprentissage. Donc ça nous permet derrière d'avoir un usage qui est facilité et d'avoir surtout, on utilise surtout en fait des tons légers dans les chatbots. L'objectif, c'est vraiment de faire passer des informations avec humour, avec un côté très ludique pour que la pilule, entre guillemets, passe mieux. Et puis du côté de l'entreprise, on utilise des outils de micro-learning qui vont améliorer en fait la mémorisation des messages qu'on fait passer. On est sur des taux d'adhésion qui sont beaucoup plus élevés que sur des applications parce que les outils sont maîtrisés à la base par le collaborateur. Et puis on va surtout avoir la chance de pouvoir transmettre en fait des reporting, des data qui vont servir après pour des politiques de prévention, d'inclusion ou de qualité de vie au travail. Voilà. Voilà, on espère qu'on a été clair et on sera ravis de répondre à quelques questions sur les chatbots de Yes We Share ou sur le chatbot VisiBot qu'on a développé avec Nathalie ou le chatbot Mélidé Mélo sur le retour de congé maternité qu'on a développé nous chez e-Sens. Voilà, merci de votre attention. Merci Nathalie, merci Clémence. La petite tournée d'applaudissements. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit en présentiel ou dans le chat? On a le temps pour 1 ou 2 questions avant la prochaine start-up. Soyez pas. Alors, c'est une bonne question. Alors là, on l'a pas parce que du coup, dans le cadre du PowerPoint. La question, est-ce que tu peux juste répéter la question? Oui, la question. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation à quoi ça ressemble un chatbot en action? Alors, on ne peut pas le montrer parce que du coup, on avait un strict format de PowerPoint et donc on ne pouvait pas insérer de vidéo. Mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous écrire et on pourra aussi peut-être transmettre une petite vidéo en plus. Clément, si tu renvoies les présentations à tout le monde, à ceux qui sont inscrits à l'événement, on pourra du coup renvoyer la présentation avec des petites illustrations vidéo. Et donc, on vous renverra de nouveau, parce que ça a été demandé dans le chat aussi, tous les supports de présentation là, des startups qui sont présentés seront également envoyés à tous les inscrits, présentiels comme distanciels. Et vous aurez les coordonnées de toutes les personnes qui interviennent pour pouvoir les contacter si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, ainsi de suite. Pas de souci là-dessus. On a une autre question dans le public. Coach for Eyes, oui. Alors, ouais. Attends, je répète la question. Alors, je répète la question pour ceux qui ne nous entendent pas. Du coup, comment est-ce que ces outils-là, ils sont accueillis dans le monde de la formation? Comment est-ce qu'on fait le lien avec le monde de la formation? Et comment est-ce que les RH abordent et reçoivent nos solutions, notamment sur les enjeux de santé? Parce qu'on sait que ça peut être un petit peu intime et personnel. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer cette question? Alors déjà, on n'est pas sur de la santé, on est sur de la prévention. Donc c'est un petit peu différent. On récolte absolument aucune donnée en fait sensible, aucune donnée de santé. Et les outils en fait sont intégrés. Alors, ou par les services RH ou directement en fait par la médecine du travail, par les services santé-sécurité, qui sont aussi les premiers piliers à recevoir en fait les problématiques de santé des collaborateurs à travers les consultations qu'ils peuvent avoir avec les équipes. Donc après, ça s'intègre dans l'outil Teams, tout simplement. C'est votre question sur le plan opérationnel. Ça devient un applicatif, par exemple, de Teams ou de Slack ou d'une autre messagerie instantanée. Et puis, on va partir sur des abonnements de 3, 6 ou 12 mois avec des messages qu'on envoie 2 fois par semaine sur les 3 piliers de santé visuelle qu'on a évoqués tout à l'heure, l'ergonomie, les bonnes habitudes et les exercices. Voilà, donc c'est sur des supports multimédia très variés. On est vraiment sur un ton léger, ludique. Vraiment, on est dans une démarche de créer de l'engagement, de sensibiliser. À partir du moment où le collaborateur en fait a compris la problématique, en fait, c'est 50% de la thérapie derrière. Et voilà, et il y a des bénéfices en fait qui sont assez rapides. Donc voilà, quand vous vous sentez mieux dans vos yeux, vous avez envie de continuer le programme, quoi.
Merci Voilà. Nathalie. On va prendre une dernière question du chat parce qu'elle va être assez rapide, mais Sylvie qui nous demande si ces solutions sont accessibles financièrement parlant aux petites entreprises. Alors, elles sont tout à fait accessibles aux petites entreprises. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des formules qui s'adaptent à tout le monde. Dans le cadre de Mélie Desmélo, par exemple, donc le chatbot qu'on développe sur la parentalité, on a 2 versions. On a une version qui est complètement possible de mettre aux couleurs de l'entreprise pour un grand groupe qui aurait beaucoup de personnes concernées, qui aurait envie d'avoir le chatbot sous sa propre marque. Et on a aussi développé une plateforme indépendante où on peut acheter un accès, 2 accès en fonction de sa salariée enceinte. On se doute bien que toutes les salariées ne sont pas enceintes en même temps et que dans une petite entreprise, ça peut concerner une salariée une fois de temps en temps. Et donc, il y a un accès à une plateforme spécifique et donc on peut acheter un accès pour sa salariée. Parfait. Et Nathalie, je suppose que c'est Bah, pareil. nous, c'est la même démarche, sauf qu'on n'a pas la problématique en fait des femmes, puisque ça concerne en fait l'intégralité de la masse salariale. Donc, on s'adapte effectivement à toutes les structures en fonction de différents types d'abonnements et en fonction d'un certain nombre de comptes qu'on va ouvrir. Parfait. Merci à toutes les deux. Je vais vous libérer. Merci à On vous. va passer à notre startup suivante. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi, mais on va vous parler de vendredi. Désolé Félix, je pense qu'on te l'a fait à chaque fois, mais c'était trop tentant. Vendredi, qui est notre startup membre du Lab RH et qui va pouvoir vous partager avec Félix Desmonts, le cofondateur, ce qu'ils font tout simplement et à quels enjeux ils répondent. Allô. Félix, tu as 10 minutes, suivi de 5 minutes de questions-réponses. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro sert à quelque chose? Ou Fais tes pas slides. Les slides, Tout c'est le monde t'entend. la suite. Vous Il n'y m'entendez a bien? pas de Parfait. retour en direct en fait. Le micro est uniquement pour les gens à distance. D'accord. Mais merci beaucoup Clément de nous offrir l'opportunité de parler. Donc moi c'est Félix, je suis ravi de vous parler d'une startup, mais c'est aussi un projet citoyen qui nous concerne tous. Ce qu'on fait chez Vendredi, c'est très simple. On permet à des salariés de changer le monde sans changer de travail. Alors derrière ce slogan un peu racoleur, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce à quoi on répond très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une immense envie de chacun, puisqu'en fait, au-delà du salarié qu'on est, on est aussi un citoyen au travail, en fait, de pouvoir agir à son échelle et de faire en sorte que son entreprise contribue en fait, à la résolution des défis sociaux et environnementaux. Moi, ça fait un peu plus de 5-6 ans que je développe ce projet qui a évolué sous différentes formes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets. Nous, notre entreprise, on est une trentaine de salariés maintenant. On accompagne plus de 150 entreprises à mobiliser leurs collaborateurs sur ces sujets. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai réveil. Il y a eu un déclic avec notamment le départ de Nicolas Hulot, nous, du ministère en fait, de l'Environnement. On a vu une vraie accélération des sujets. Il y a la crise du Covid. Et en fait, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que d'un côté, les dirigeants ont envie de mobiliser leurs entreprises pour l'intérêt général. Donc, derrière les dirigeants, c'est soit les membres du COMEX, soit les équipes RH, soit les équipes marketing communication, parfois les équipes RSE quand elles existent dans les entreprises un peu plus grandes. Et puis il y a une très forte attente des salariés, c'est plus de 97% des salariés qui indiquent souhaiter que leur entreprise se mobilise. La réalité, c'est que seuls 9% des entreprises en fait permettent à leurs collaborateurs de concrètement agir sur la transformation sociale et environnementale de leur entreprise. Et nous, ce qu'on fait chez Vendredi, c'est de faire en sorte que ce chiffre de 9%, il passe à 95%, voire 100%. Aujourd'hui, on a un peu plus de 170 entreprises partenaires. Il y a 180 000 collaborateurs qui sont éligibles dans notre plateforme. Il y a plus de 1200 associations et entreprises sociales qui ont été aidées via différentes façons, et je vous en parlerai. Et plus de 120 000 heures en fait, consacrées à l'intérêt général. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Donc, on propose une solution SaaS, donc c'est une plateforme qui permet aux équipes dirigeantes de l'entreprise de définir en fait sur quel type d'engagement elles souhaitent se positionner. Est-ce qu'elles veulent donner des jours à leurs collaborateurs? Est-ce qu'elles veulent faire des missions en association, du don financier? Ça permet de communiquer à ses collaborateurs, de gérer des actions quand on en a, c'est-à-dire on va faire une action de don du sang, on peut gérer des listes d'inscrits, on veut faire une sensibilisation au handicap, on peut gérer toutes ces actions, accéder à des panels de contenu et après suivre aussi tous les enjeux de reporting, c'est-à-dire la satisfaction des gens et aussi tous les éléments liés au rapport extra-financier. Donc ça, c'est une dimension de plateforme. Elle sert aussi évidemment pour les collaborateurs, je pourrais vous la montrer. Donc là, en tant que citoyen, je vais découvrir toutes les façons de m'engager qui sont possibles et je vais surtout pouvoir passer à l'action très simplement, seul ou avec mes collègues, sur mon temps professionnel ou personnel. Et donc ça, c'est un outil. Puis il y a aussi un outil pour des acteurs associatifs qui peuvent proposer des actions en lien avec les enjeux RSE. La deuxième dimension qu'on a, c'est évidemment, on propose du contenu.
Qu'est-ce que ça veut dire du contenu? C'est que en fait, les entreprises, elles ne sont pas expertes des sujets d'impact. Ce n'est pas leur métier au départ. Et donc, nous, on va fournir des contenus qui vont faciliter ce passage à l'action. Et donc, typiquement, c'est dire, vous avez un enjeu de sensibiliser sur les sujets climatiques. On a des partenariats avec la Fresque du Climat, 2 tonnes. On va avoir des séries de petits défis pour s'engager. On va avoir des missions de compétences auprès d'associations comme WWF. Enfin, je vous prends une diversité d'exemples. Et en fait, ces contenus, on va les apporter en continu dans la plateforme, mais on va aussi aider l'entreprise à animer sa démarche RSE en lien avec les thématiques en fait, et les temps forts de l'année, puisqu'il y a des temps forts de l'année tout au long de l'année en matière d'engagement. Donc, par exemple, dans 3 semaines maintenant, ce sera la semaine européenne du développement durable. Et donc, pour cette semaine, on apporte des contenus spécifiques qui apparaissent dans la plateforme que les entreprises peuvent communiquer. Et on fait pareil pour en fait, la journée des droits des femmes, la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et ça permet à des entreprises de toute taille en fait, de très facilement mettre en mouvement leur entreprise sur ces sujets. Évidemment, après, on a toute une dimension d'expertise, puisque dans notre équipe de 30 personnes, ce qui est fascinant avec ce qu'on fait, c'est qu'on est en train à la fois de digitaliser des usages, mais surtout de les créer, parce que c'est des choses qui sont toutes nouvelles. Et donc, en fait, on a une équipe de 30 personnes qui sont là pour donner des conseils aux entreprises en disant on veut structurer un réseau d'ambassadeurs RSE, comment on s'y prend, on cherche telle ou telle structure pour agir, par exemple, sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et mettre un grand partenariat. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Et on a évidemment toute une expertise qu'on apporte à nos partenaires. Donc très concrètement, il y a différentes façons de s'engager. Mais si j'ai 2-3 minutes après, le mieux sera que je fasse une petite démonstration. Donc, on peut faire une mission en association. Donc pour vous donner plein d'exemples de missions en association, on peut avoir des missions en association en fait, de compétences. Donc je vais vous donner plein d'exemples. Donc il y a des cabinets de conseil, par exemple, qui, sur les périodes d'intermission, vont proposer à leurs consultants qui ne sont pas staffés chez des clients, d'aller mettre leurs compétences à disposition d'associations. Donc, on va avoir plein de types d'actions qui vont être des actions du type, par exemple, refonte de site internet, sujet produit, sujet audit. On va avoir des missions de compétences qui peuvent être parfois beaucoup plus longues. Donc, je vais parler un peu de ces sujets qui sont plus rares, mais sur les sujets RH. Donc, on va avoir, par exemple, je vais prendre des exemples de ce que va faire Mazars, ce que va faire Carrefour, va proposer des formations ou dans des logiques talents à leurs collaborateurs pour faire des missions un peu prolongées en association ou en start-up sociale. Et donc, par exemple, on va avoir des collaborateurs de Carrefour qui vont aller chez Phoenix, qui est une entreprise sociale assez pionnière sur les sujets de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, on va avoir des missions qui peuvent durer soit un jour par semaine pendant 6 mois, soit 3 semaines. On est vraiment dans une logique de formation. On peut avoir des logiques de missions de compétences qui vont plus être sur des populations en fin de carrière. Je vous prends plein d'exemples. Dans de la préparation à la retraite. Donc, on va avoir 15-20 jours de mission sur sa dernière année ou ses dernières années pour préparer la retraite, voire des missions à mi-temps quand il y a des grosses transformations d'organisation, voire à temps plein. Parce que toutes les missions de compétences qui sont un peu longues, en France, elles s'appuient aussi sur un dispositif fiscal qui est le mécénat de compétences, qui fait qu'en réalité, quand on va donner des compétences sur le temps de travail à des structures associatives, c'est comme un don financier. Sauf qu'en fait, on donne le coût qui est associé au temps réel du salarié, et ce coût est défiscalisable à 60%. Donc là, il y a pas mal d'intérêts fiscaux. Il y a énormément de missions de compétences beaucoup plus courtes. Nous, la plupart de nos entreprises partenaires, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont donner 1, 2 ou 3 jours par an à leurs collaborateurs pour s'engager. Donc là, on va avoir des compétences classiques pour des profils techniciens dont on parlait, donc des experts SEO, des juristes. Mais on peut aussi avoir des missions qui sont plus liées de l'ordre du mentorat. Donc par exemple, je vais mentorer un demandeur d'emploi. Je vais mentorer donc ça avec des associations comme FAS, par exemple. Je vais mentorer des personnes en insertion, que ce soit avec des acteurs comme Social Builder, qui forment les femmes éloignées de l'emploi numérique. Ou on peut avoir des sujets, évidemment, mentorage de jeunes, avec des jeunes qui sont soit de milieux défavorisés en voie de réussite ou en voie de décrochage, donc avec énormément d'associations. Et après, on a d'autres types d'actions que les missions d'association. On va avoir des actions en équipe. Donc ça, c'est tout ce qui est l'activité des team building. Donc en fait, on veut proposer, un manager veut faire une activité en équipe qui a du sens pour ses équipes. Et donc là, on peut avoir des activités plus proches de la maraude dans les associations, mais on peut aussi avoir des activités de sensibilisation qui peuvent être montées par des associations partenaires. Donc on a tout un catalogue d'actions qui permet aux collaborateurs de dire je vais avoir une action en équipe et en fait elle va être porteuse de sens. On va avoir une série de défis et là c'est fascinant. Donc on a construit toutes les logiques de challenge en se disant sur le sujet du handicap, je vais faire le parcours du challenge handicap et très rapidement je vais avoir une série de petites actions
qui vont me permettre de me sensibiliser, de me dire « Ah ben, je peux acheter des produits via des personnes en lien avec les ESAT » ou des choses comme ça. Et donc, on va avoir ces différents types de parcours avec des petits défis. Donc là, on n'a pas besoin d'aller jusque donner son temps à une association pour se sensibiliser et faire des petites actions. Les petites actions, je peux vous donner un exemple de petite action qu'on a réalisée, c'est la mesure de l'empreinte carbone de mes vacances pour sensibiliser les collaborateurs justement le départ en vacances. Ensuite, on va avoir des logiques d'appel à projet et de vote où on va proposer aux collaborateurs de dire soit je vais proposer une action spontanément, soit je vais être un peu dans une logique de on souhaite agir sur telle thématique et les gens vont pouvoir proposer des actions, voire proposer des associations à soutenir et voter. On a toute une logique aussi de dons financiers dans notre plateforme avec des mécanismes potentiels d'abondement qui ne sont pas sur du salaire, mais c'est de l'abondement si vous donnez 1 euro, l'entreprise complète. Donc on propose tous ces types d'actions. Ça a beaucoup de sens et on a plus de 170 partenaires, pas du tout que des grandes entreprises. Au départ, c'était plutôt des grands groupes, donc on a des partenaires comme Danone, Decathlon, Bell. Mais aujourd'hui, on a plein de petites structures. Là, c'est plutôt des logos connus, mais on n'a pas du tout que des entreprises connues. On a des acteurs comme Kalman Levy, la maison d'édition, des entreprises à 20, 30, 40 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aide vraiment des entreprises qui veulent se lancer ou qui ont un ambassadeur RSE à structurer la démarche, l'animer tout au long de l'année. Et après, pour les plus grands groupes, ça leur permet vraiment d'étendre la démarche à grande échelle. Il y avait une question sur quel est l'impact en termes RH des sujets. Il y a 2 grandes dimensions en termes d'impact et de transformation des organisations. Si on prend l'intérêt plus business directement, on a un vrai sujet d'employabilité via des dimensions en fait de soft skills qui sont développées, comme les présentait Jérémy avant, sur des questions de capacité à communiquer, à collaborer avec des acteurs extrêmement différents, puisqu'en fait, ça être en mission en association, ça impose de transférer ses compétences avec aussi une autre matrice, de conscientiser qu'on en a, mais de les adapter. Des sujets d'esprit critique qui sont développés. Donc ça, c'est super intéressant et on le démontre beaucoup, surtout pour les missions plus longues en compétences. Et après, il y a une vraie accélération de la transformation sociale et environnementale parce qu'on va contribuer à accélérer la sensibilisation en faisant la promotion d'actions existantes ou d'actions parallèles en entreprise. Et aussi, on va faire en sorte que des gens qui sont sensibles à ces sujets vont en fait, vouloir aller plus loin. Donc, il y a plein d'exemples d'histoires de partenariats qui sont montés où des gens, en fait, au début, ont juste fait du mentorat de personnes chez Social Builder, de femmes qui étaient en train d'éloigner de l'emploi, en train d'apprendre le numérique. Et maintenant, je prends l'exemple chez Appen, ils accueillent des stagiaires issus de cette association. Et donc, en fait, on a tout ce lien qui se crée par en fait, les échanges et la porosité. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je pourrais vous faire une petite démo de la plateforme. Je ne sais pas combien de temps je suis. T'es à la fin. Je suis à la fin, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions du coup sur le sujet? Et moi, je serais ravi de vous aider ou de vous mettre en contact avec des acteurs. Première question en ligne de Cécile qui demande quelle est la part du distanciel ou du digital dans du coup les différentes missions ou les formations, etc. que vous proposez. Ah ben ça, on a dû s'adapter avec le Covid et du coup, on a énormément d'actions qui sont en digital. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais très, très majoritairement digital parce que pendant la crise, on a fait quelque chose avec 2 ministères, le ministère du Travail et de l'Éducation nationale, où on a mis notre plateforme à disposition de toutes les entreprises qui souhaitaient s'engager et on a accompagné toutes les assos sur la gestion du télétravail. Donc, je dirais 90% de nos actions sont en ligne maintenant. Ok, super. Merci Félix. Est-ce qu'on a une question en direct, en live ou pas? Ouais. Du coup, faut juste répéter la question. Donc, c'est est-ce que les collaborateurs sont prescripteurs ou ça vient de la direction plutôt? Est-ce que c'est avant la mise en place de la plateforme ou après votre question? Ouais, alors il y a les deux. En fait, il y a les 2 dimensions. On a des salariés qui entendent parler de nous par du bouche à oreille et qui viennent. Il y a des dirigeants qui viennent aussi directement. Puis après, on vient en partie, nous, auprès des dirigeants. Par rapport à ça, après, il y a 2 dimensions dans ce qu'on fait. Souvent, la plateforme, on va la mettre en place en aidant l'entreprise à structurer un peu sa démarche RSE. Et c'est tout le rôle, en plus d'un outil. Donc, on va vous dire, est-ce que vous voulez donner des jours de temps de travail? Quelles sont les causes prioritaires? Quel type d'action? Est-ce qu'on commence par un pilote? Donc, on fait tout ça. Ce qui est sûr, c'est que pour mettre en place cette logique-là, il y a besoin d'avoir un accord de la direction, sauf si on donne 0 jour et on dit c'est parti. Mais il y a d'une part un coût et une dimension de démarche sociétale. Donc, en fait, c'est aussi une envie d'entreprise. Et on aide beaucoup en phase d'amont sur ces démarches-là.
Et on accompagne soit des entreprises qui viennent nous voir en disant on est tout prêt, en fait on sait ce qu'on veut faire, on veut se lancer, et d'autres entreprises qu'on accompagne limite pendant 5-6 mois, on fait des rendez-vous, on va voir la direction, on met autour de la table la communication, l'équipe RH, le CSE, et donc ça dépend beaucoup. Et après c'est, je dirais, 50-50 sur… Et après, nous, notre plateforme, elle est ouverte à tous, donc tout le monde peut rentrer dedans. Et on fait énormément de challenges, donc même si ça vous intéresse, qui sont ouverts. Donc, par exemple, pour la semaine du développement durable avec 2 tonnes, on fait un challenge de mesure de l'empreinte carbone individuelle qui est ouvert à tous. Donc, si vous voulez même relayer la dimension dans vos entreprises, parce qu'on a une philosophie de l'important, c'est de mettre en mouvement les gens. Merci beaucoup, Félix. On va te libérer. On va passer à la startup suivante. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de faire votre vendredi ou de rien réfléchir à comment vous pouvez contribuer. Il y a plein de façons. Merci. Du coup, on va passer à la startup suivante. Et grâce à toi et à Vendredi, on a vu l'opportunité de s'engager derrière des projets avec un fort sens, en fait, des projets RSE. Et Guillaume, qui va intervenir, c'est justement ce qu'il a fait quand il a décidé de créer Salarium, où lui s'est intéressé à un sujet dont on parle trop peu, le bien-être financier des collaborateurs. Et quand on parle de bien-être financier, on ne parle pas de comment bien épargner, investir dans les stock options et devenir multimilliardaire. On parle plutôt de comment gérer son budget au quotidien. Guillaume, je vais te laisser nous présenter tout ça. Même consigne, tu as une dizaine de minutes et ensuite on aura 5 minutes de questions-réponses. Ok, merci Clément. Bonjour à tous. Donc, j'ai cofondé il y a 3 ans Salarium, qui est effectivement une solution RH ou RSE, mais en tout cas pour le volet bien-être des collaborateurs, des politiques RSE, qui est dédié à ce que les référentiels des grands labels RSE appellent le bien-être financier des collaborateurs. Et on apporte dans l'entreprise du conseil humain pour les salariés, pour gérer et optimiser leur budget et parvenir à un état de bien-être financier, c'est-à-dire la capacité en conscience de se dire avec satisfaction que tout va bien pour nous financièrement et que ce bien-être est durable, c'est-à-dire que si demain survient un problème, on sera en mesure d'y faire face sans problème. Et avant de vous dire comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on accompagne un salarié vers le bien-être financier, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui, depuis en réalité 30 ans déjà, mais c'est le principe des crises de nos jours qui durent très longtemps, le lien entre le salaire et le niveau de vie s'est rompu en France il y a en gros à la fin des 30 Glorieuses. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a dans les années 60 ce qu'on appelle les charges fixes, donc toutes les dépenses qui sont convenues, engagées à l'avance par un contrat, étaient d'environ 10 à 15% du budget d'un salarié. Aujourd'hui, on est entre 40 et 60% selon la configuration du ménage. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à 60% du salaire qui part automatiquement, qui part en prélèvement automatique entre le 1er et le 10 du mois, avec des conséquences importantes pour le niveau de vie des salariés. Il faut expliquer pourquoi. Est-ce que la part des charges elle a plus que doublé dans le budget des salariés aujourd'hui en France, notamment ceux aux revenus modestes et modérés. Donc globalement, on parle des ouvriers de l'industrie, de la grande distribution, du facility management, qui sont entre le SMIC et le revenu médian à 1 800 €. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les charges fixes traditionnelles, que peuvent être les services financiers, le logement, les assurances, l'énergie, ont augmenté pour plein de raisons, on va dire, multifactorielles. Et à côté de ces charges fixes traditionnelles qui ont augmenté, sont venues s'adjoindre de nouvelles charges fixes dans le budget des ménages, qui sont liées au fait du ralentissement de la croissance et à ce qu'on a appelé face à la stagnation du pouvoir d'achat pour maintenir et stimuler la demande, on a créé l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que pour permettre aux ménages d'acheter les objets de la société de consommation, les services de la société de consommation qui ne peuvent plus se permettre d'acquérir de façon ponctuelle, on est passé de l'économie de la propriété à l'économie de la fonctionnalité. Et du crédit à la consommation, on est passé au crédit bail, à la location avec option d'achat et au tout abonnement. L'abonnement, c'est le premier nom historique au tournant du XXe siècle, dans les années 1900, du crédit. On allait dans les grands magasins, au bon marché, on arrivait avec 20 francs, on repartait avec 100 francs sous forme de bons, on appelait ça des bons. Et tous les 15 jours, il y a un abonneur qui venait à la porte frapper pour récupérer l'argent équivalent de ces bons. Quand on s'abonne aujourd'hui aux capsules Nespresso, à la mousse à raser Gillette, à Netflix, à Canal+, avec engagement, on fait un crédit. C'est vraiment fondamental d'avoir ça en tête, c'est-à-dire quand on étale dans le temps un paiement qu'on ne serait pas en mesure de fournir à un instant T. Le tout abonnement, le tout crédit, le tout charge fixe, il a un coût extrême pour le salarié, qui est que
d'abord, donc, il est frustré de voir une grosse partie de son salaire qui part en prélèvement automatique. On pourrait dire, ben, tu l'as voulu. Oui, mais l'utilité marginale de la satisfaction d'un abonnement Netflix ou Deliveroo, etc., ben, elle diminue dans le temps. Quand on a acheté un gros SUV en crédit bail, on est hyper content le premier mois et on l'est beaucoup moins au bout de 6, mais pourtant il sera encore là pour 4, 5, 6 ans dans le budget du ménage. Et qu'en cas d'imprévu, justement la voiture à réparer ou un pépin de santé ou un imprévu, on n'a pas 100% de son salaire pour réagir, mais ce qu'il en reste après les prélèvements automatiques. Et ça génère une anxiété très forte chez les ménages, en plus de cette frustration d'avoir l'impression que toutes les dépenses sont prévues à l'avance. Et c'est pour ça qu'il y a des salariés qui disent j'ai l'impression que si j'étais esclave, ce serait pareil, on pourrait me loger, me nourrir, me blanchir, je décide plus de ce que je fais de mon argent. Je n'exerce plus d'arbitrage sur mon argent. À ce problème des charges fixes, c'est ajouté, pareil depuis la même période, ce qu'on appelle en sciences économiques la décohabitation, c'est-à-dire que les ménages français sont de plus en plus petits, il y a de moins en moins de personnes dans les ménages français, à cause du divorce, à cause de l'allongement de la durée de vie et de la partie qu'on passe en vie endeuillée, enfin sans son conjoint, à cause des enfants qui partent faire des études. Et comme on est moins nombreux dans le ménage, on fait moins d'économies d'échelle. Au lieu de payer une box internet pour 4 personnes, on en paye une pour une seule personne. Le coût relatif est plus élevé. À ça s'ajoute un dernier facteur qui est que donc, pour calculer le niveau de vie, on prend le salaire, on le divise par le nombre de personnes dans le ménage, c'est cet effet, cet effet relatif du coût relatif des dépenses, et on soustrait les charges fixes. Et ce qui reste, on appelle le reste à vivre par personne du foyer. Et là encore, un lieu de frustration importante, c'est que la société de consommation elle est devenue de plus en plus complexe. On est soumis chaque jour à 3 à 4 000 publicités, que ce soit à la radio, à la télé ou évidemment sur les écrans, qui en plus sont ciblées grâce aux algorithmes. On est incité à dépenser en permanence. Les marchés sont libéralisés, il y a beaucoup de concurrence, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a une espèce de surcharge mentale de choix de dépenses, d'incitation à la dépense. Tout est marchandisé dans la société qui est la nôtre. Chaque geste du quotidien peut faire l'objet d'une transaction marchande. Un salarié ne sait plus où donner de la tête. Et il n'y a pas l'éducation financière pour faire face à la complexité de cette société de consommation. Et la stat, c'est qu'en France, on est les derniers, on a le plus bas niveau d'éducation financière de l'Europe. Donc, tous ces facteurs les uns avec les autres font que le lien entre le salaire qu'on donne aux salariés à la fin du mois, si c'est à la fin du mois, et ce qui se passe ensuite, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, en gros, le salaire, il va vraiment grignoter, il ne reste plus rien, soit pour des dépenses de loisirs épanouissantes, soit pour l'épargne et la satisfaction de se protéger pour l'avenir. Et ça génère une forte frustration. Au point que nous, notre message de dire chez Salarium, c'est qu'aujourd'hui, tout indique qu'il est complètement irresponsable de se contenter de verser un salaire. Se contenter de verser un salaire aujourd'hui, ce n'est pas rémunérer son salarié. C'est au contraire le mettre dans une situation catastrophique, seul, face à tous les dangers, entre guillemets, de la société de consommation. Donc, et ça a des répercussions très concrètes. Donc, c'est le cabinet Mercer qui a fait une enquête que vous verrez passer beaucoup, en tout cas pour toutes les entreprises qui travaillent dans le bien-être financier. C'est que 65% des salariés se disent préoccupés par leurs questions, par les questions d'argent. Donc c'est beaucoup plus que le taux de salariés pauvres, par exemple. Il y a une décorrélation, il y a une angoisse sur les questions d'argent. Et ces préoccupations financières, elles vont provoquer des risques psychosociaux, des troubles psychosociaux pour un tiers des salariés. Donc là aussi, c'est un sujet majeur, ce n'est pas un sujet de niche. C'est des troubles mentaux, des troubles du sommeil, des troubles familiaux, relationnels. Et une perte de productivité pour l'entreprise, puisque les salariés vont passer 2 à 10 heures par mois sur le lieu de travail à s'occuper de leurs questions d'argent, que ce soit ruminer des problèmes ou appeler la CAF ou appeler la banque sur les horaires de bureau. Ça génère des tensions sociales, puisque 80% des managers disent sur le terrain que c'est eux qui font face à des salariés qui sont frustrés et que le manager ne peut que proposer des solutions de bien-être financier par défaut à ses collaborateurs, qui vont être par exemple des heures supplémentaires, fermer les yeux sur des arrêts maladie de complaisance, des acomptes sur salaire à répétition, voire le passage vers des avances sur salaire. Et enfin, et surtout, les conséquences pour l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, que la RSE est en plein essor, le bien-être financier est d'un des critères de scoring en RSE, et il est celui où les entreprises sont le plus mal notées, parce qu'en France, on a une peur bleue de mettre les doigts dans les questions d'argent. C'est un peu perçu comme étant la boîte de Pandore. Les employeurs ont peur que ça ouvre les questions des revendications salariales, alors que nous, on explique justement aujourd'hui que c'est plus le salaire qui est le facteur déterminant du niveau de vie. Donc, pour répondre à tous ces problèmes que j'ai cités, notamment le problème des charges fixes ou le problème du niveau d'éducation financière des salariés, chez Salarium, on a rassemblé donc tous les outils qui existent dans l'économie commerciale ou dans l'économie sociale et solidaire pour accompagner un salarié sur ces questions d'argent. C'est de l'accompagnement humain. L'enjeu, c'est de démocratiser le conseil. Les inégalités financières, ça, on ne peut rien y faire. Le salaire, c'est une question de croissance dans l'État ou dans une économie ou de politique salariale sur lesquelles nous, évidemment, on n'a pas la main. En revanche, sur tous les autres leviers, on a la main. Et
il faut dire, dans la démarche RSE, d'aller vers, de porter attention, d'être soucieux de comment vont ses salariés, proposer un diagnostic budgétaire, comme on fera un contrôle technique de sa voiture tous les 2 ans, proposer un diagnostic budgétaire aux salariés qui arrivent dans l'entreprise. Il peut, au moment où il arrive, tout peut aller bien pour lui, il se dit que tout roule, il va faire un gros crédit conso pour s'acheter une voiture, et puis le moment où il va accéder à la propriété, 4 ans après, il ne pourra pas. Ça peut être un salarié qui sort d'une longue période de chômage et qui n'a plus d'épargne, donc il est très vulnérable. Ça peut être un salarié dont le conjoint a un projet de lancement d'entreprise et qui va subir une perte de ressources. Des exemples. Et donc, à l'arrivée dans l'entreprise, un diagnostic budgétaire, et à chaque transition de vie. Aujourd'hui, les transitions de vie provoquent des difficultés financières majeures chez les salariés, que ce soit le divorce, les situations d'aidance, ça peut être pour les emplois précaires, les périodes de chômage, ou les maladies, enfin les mi-temps thérapeutiques, les burn-out, les maladies non objectivables qui se prolongent et qui ont un impact aussi financier. Donc, on fait le diagnostic budgétaire avec le salarié, on va regarder toutes ses charges, on va regarder toutes ses habitudes de consommation, et on va regarder s'il est en situation de vulnérabilité ou de fragilité financière. S'il est en fragilité financière, on lui propose tout de suite un accompagnement gratuit qui est financé par Salarium de résolution des difficultés financières, que ce soit par la restructuration de ses dettes, une médiation sociale avec des créanciers, un microcrédit social par exemple. S'il n'est pas en difficulté financière, mais qu'on trouve soit des fragilités, c'est-à-dire des risques, ou des frustrations, parfois on peut avoir un bon niveau de vie, mais un niveau de vie réel, enfin un niveau de vie perçu comme n'étant pas bon, on va travailler sur la perception que le salarié a de son niveau de vie, avec du coaching budgétaire, on va l'accompagner, on va faire son budget prévisionnel tous les 3 mois, en disant vous voyez, tout va bien, vous allez pouvoir financer la conduite accompagnée, vous allez pouvoir financer les vacances de Noël, vous allez pouvoir financer la communion, vous allez pouvoir financer telle et telle chose, il n'y a pas de souci. Et surtout, on va augmenter le reste à vivre en réduisant la part des charges dans le budget, c'est réduire la vulnérabilité du salarié aux imprévus, en renégociant tous ses contrats de crédit, d'assurance, d'énergie, de télécom. Et enfin, surtout, ça peut paraître annexe, mais en ouvrant tous ses droits et ses aides sociales. Une stat, c'est qu'il y a un salarié aujourd'hui sur 3 en France qui n'a pas fait sa demande de prime d'activité. Donc c'est catastrophique, hein, c'est 100 € par mois tout simplement de perdu. Donc on ouvre les droits évidemment de tous les salariés. Et on va accompagner, selon les besoins, à l'issue de ce diagnostic, le salarié de 2 à 8 heures par an. Donc c'est un accompagnement qui est considérable en termes de temps et qui permet surtout au salarié, au-delà des gains financiers mensuels qu'il va faire, de s'alléger de la charge mentale, des questions d'argent et d'avoir la satisfaction de se sentir valorisé dans son travail. C'est-à-dire que le discours qu'on permet à l'employeur de donner à ses salariés, c'est de dire vous travaillez chez nous et à ce titre, il est hors de question que l'argent qu'on vous a permis de gagner soit dilapidé, pas de votre fait, mais du fait de la structure de la société de consommation aujourd'hui, inutilement, et que vous ne puissiez pas vivre dignement de votre travail. Ça, c'est hors de question dans notre entreprise. Vous devez vivre dignement de votre travail. Et pour ça, on a une solution qui est le conseil budgétaire de Salarium. Clément, tu avais demandé un peu de prospective. Aujourd'hui sur les questions d'argent. Donc, je vous ai dit, c'est un référentiel des labels RSE. La RSE, on en parle beaucoup, mais en réalité, il y a encore très peu d'entreprises qui sont labellisées, qu'on pense à Great Place to Work, B Corp ou Positive Workplace, c'est encore très, très, très récent. C'est des processus qui sont très longs et très lourds pour les entreprises de se faire labelliser. C'est des choses qui sont très sérieux. Moi, je suis très optimiste sur le fait que ce n'est pas du social washing, ce n'est pas du greenwashing, c'est vraiment des process qui sont lourds et transformants. Néanmoins, qui du coup sont lents et qui peuvent faire peur aux entreprises. Le bien-être financier est un de ces critères de labellisation. En revanche, je ne suis pas optimiste sur le fait qu'à court terme, les entreprises mettent en place des solutions de ce type-là parce que, encore une fois, elles ont peur ou elles ont les vieux réflexes de penser que le salaire fait tout. Et donc, nous, on est avec notre patron de pèlerin d'entrepreneurs sociaux, puisqu'on est une entreprise d'utilité sociale, de l'économie sociale et solidaire, à vraiment expliquer pourquoi les salariés aujourd'hui ont l'impression ou ne vivent plus réellement du salaire qui leur est versé. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour celles entreprises qui s'engagent avec nous, et il y a Malakoff Humanis, c'est des petites entreprises de la métropole lilloise, de là où on vient, il y a des collectivités comme la ville de Lille ou la métropole européenne de Lille avec qui on est en pilote, c'est que l'avance qui est prise aujourd'hui en termes de marque employeur, de compétitivité hors prix sur la capacité à recruter, à garder les talents, à accroître la productivité en allégeant la charge mentale des questions d'argent, est une avance qui sera prise aujourd'hui, qui sera un atout majeur pour l'avenir des structures, dans la mesure où les labels RSE sont de plus en plus exigeants. Quelqu'un qui ne fait pas aujourd'hui la démarche RSE, quand il va se réveiller pour la faire dans 5 ans, il ne devra pas reprendre au même niveau que les premiers labels RSE, les premières entreprises labellisées RSE ont eu il y a 5 ans. Les labels sont toujours plus exigeants. Donc l'idée, c'est au plus tôt de se lancer là-dedans pour acquérir une vraie expertise sur comprendre le niveau de vie de ses salariés en propre dans l'entreprise. Merci Guillaume, on arrive à la fin de ces 10 minutes et du coup on va passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour commencer ?
sur Salarium, sur les enjeux, sur ces questions prospectives potentiellement, non? Et sinon, dans le chat, pareil, je vous invite potentiellement à poser des questions si vous en avez pour le moment. En tout cas, on a des messages d'encouragement et de félicitations. Donc, merci, Merci. pour ton intervention. Denis qui nous dit un sujet touchy en France et à l'école, et sur lequel l'école ne nous éduque pas, malheureusement. Tout à fait. Et il mentionne l'association Crésus qui accompagne aussi les surendettés. Oui, on connaît très bien. Une question de Cécile. Quel est l'accueil des CODIR sur cette question? Est-ce que tu as pu échanger avec des CODIR et voir un peu leur perception du sujet? Les comités de direction? Oui, des comités de direction. Bah, en fait, c'est soit on tombe sur une entreprise qui est déjà hyper embarquée, comme on dit, et ça va se faire tout de suite. Ça, c'est vraiment en un claquement de doigts. 3 mois après, elle a fait une demande de budget et c'est en place. Soit on va passer 1 an et demi, 2 ans à discuter parce qu'ils sentent bien qu'il y a un besoin, notamment voilà, pour tous les emplois entre 1 200 € et 1 800 € par mois. Il y a très rarement des réflexes de c'est pas à nous de s'immiscer dans la vie privée du salarié, des questions d'argent, les salariés vont mal le prendre, etc. Au contraire, on explique qu'on est une solution externe, on est une entreprise, on n'est pas une association, donc c'est le salarié, on va le voir en lui disant on est là pour parler de tes projets, de ton budget, de toi, tes aspirations, on n'est pas là pour dire que tu es en difficulté financière ou que tu gères mal ton argent du tout. C'est tout l'intérêt de la démarche en fait, d'avoir une solution RSE plutôt qu'un discours qui serait caritatif et un peu stigmatisant pour les salariés. C'est pas le cas du tout. Le message est très positif de dire c'est parce que vous gagnez de l'argent que vous devez aussi avoir les moyens de le préserver. Et du coup, ça c'est plutôt bien reçu. L'enjeu à chaque fois, c'est normal dans la RSE, c'est les priorités. Mais encore une fois, les questions, on va au travail pour s'accomplir, mais ça aussi pour manger et gagner sa vie et vivre dignement de son travail. Les entreprises où les priorités RSE, ça va être de mettre des ruches sur le toit, par exemple. C'est quelque chose qui me frustre parce que ça paraît parfois hyper déconnecté de la réalité de terrain des salariés. Voilà, c'est la Fondation FAS dont quelqu'un parlait a fait un rapport sur les difficultés financières des salariés. Et regretter le nombre de grandes entreprises françaises qui font des dons à des fondations de lutte contre la pauvreté, alors qu'en France, la pauvreté en emploi, c'est une réalité qui touche peut-être 10 à 15% des salariés. Par exemple, un salarié qui serait modeste en niveau de vie, il est en réalité pauvre après avoir payé ses charges. C'est des réalités qu'on n'a pas envie de voir en face, en fait, et que nous, on vient mettre sous la table. Et sur la table, et les salariés sont hyper contents après dans les enquêtes de satisfaction. Ils se disent, si j'avais su plus tôt que ça existait, j'aurais été ravi. Bon, et ça n'existait pas avant. Mais du coup, c'est un vrai soulagement pour les salariés, et un sentiment de valorisation du travail accompli. Ok, merci Guillaume. Alors maintenant, on a une avalanche de questions dans le chat, mais on va prendre une question en direct pour compléter. Sur les applications. Répétez la question. Ah oui, pardon. Donc, la question, c'est pour plutôt si c'est difficile de passer par l'entreprise, pourquoi ne pas passer par les banques? C'est une bonne question. Donc, vous évoquez les applications de gestion de compte. Les applications de gestion de compte ne sont pas utilisées par les Français du tout. En tout cas, aujourd'hui, elles le sont par les 18-24 ans. Au-delà, pas du tout. Ça finira par l'être, mais aujourd'hui, dans les enquêtes, c'est ce qu'on appelle un produit nice to have, mais ce n'est pas un must have. Il y a encore des problèmes de catégorisation, ça ne fonctionne pas encore bien. Et que nous, aujourd'hui, déjà, on n'est pas bien accueillis par les banques. Ils ont l'impression qu'on fait leur métier, alors que pas du tout. Le banquier ne va jamais vous dire, ça fait 3 mois que vous êtes à découvert, qu'est-ce qui se passe, parlez-moi, on va faire une projection de vos finances sur 6 mois et voir comment retrouver l'équilibre. Non, il va attendre que ça se dégrade, et le moment venu, il va clôturer le découvert, et la personne, elle sera fichée au fichier des incidents de paiement, et ça s'arrête là, et il sera exclu de la banque. Ce n'est pas la démarche aujourd'hui des banques que de faire du conseil. Elles sont dans une dimension commerciale de vente de produits de télécom, d'assurance, d'alarme, de voitures. Elles ne sont pas dans le métier de conseil et de prévention des difficultés financières. Et on veut aller voir l'employeur parce que c'est là le lieu où on gagne son argent. On veut dire aux employeurs, c'est tout ce qu'il y a à gagner, on l'a vu sur la productivité, les risques psychosociaux et la marque employeur. Et c'est le lieu où on gagne son argent. Nous, c'est là qu'on veut dire qu'il faut aussi en avoir les clés pour le préserver. Merci beaucoup Guillaume. On va devoir passer à l'intervention suivante. Il y a
plein de questions dans le chat, donc je vous rappelle qu'on vous enverra de toute manière la présentation et les coordonnées de Guillaume et de tous les intervenants. Donc n'hésitez pas, et d'ailleurs là vous avez encore la slide si vous êtes rapide à votre écran, n'hésitez pas à le contacter directement pour lui poser ces questions, il sera ravi d'y répondre. Et pour tous ceux qui sont en présentiel, de nouveau, il y aura un petit temps à la fin pour échanger. On va maintenant appeler notre startup suivante et on a beaucoup parlé du coup de prévention, de qualité de vie au travail et c'est justement le cœur de métier de Moodwork. Benjamin, je vais t'appeler sur scène pour nous présenter un petit peu ta startup et ce que vous proposez. Même règle, même consigne que les autres. Tu as 10 minutes pour nous présenter ce que tu fais et puis 5 minutes de questions-réponses. Merci Clément. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de Moodwork et de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux. Donc, avant de commencer, Moodwork, on est une entreprise à mission qui existe maintenant depuis 4 ans. On est aujourd'hui 35 collaborateurs. On accompagne un peu plus de 100 000 salariés en Europe, dans un peu plus de 70 entreprises clientes, dont vous voyez quelques noms ici. On a la particularité d'avoir été cofondé par des docteurs en sciences comportementales et en psychologie qui sont français et belges. Nos amis belges étant très en avance, en tout cas sur le plan légal, sur le cadre légal imposé sur la prévention des risques psychosociaux. Et on s'est du coup notamment beaucoup inspiré de ce qui existe aussi dans les entreprises belges. Chez Moodwork, on a pour vocation du coup d'accompagner les collaborateurs et de pouvoir les rendre acteurs de leur situation de bien-être au travail. Et quand j'entends bien-être au travail, c'est très large. Et donc nous, on se focalise sur à la fois la santé mentale et la qualité de vie au travail. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est Moodwork, je tenais aujourd'hui aussi à vous rappeler et à faire un petit cours un peu théorique sur qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie au travail. Et quand on a commencé Moodwork, on s'est beaucoup penché sur la question, et notamment avec nos chercheurs, sur comment avoir une qualité de vie au travail efficace dans une entreprise. Depuis 20 ans, les entreprises ont beaucoup travaillé sur l'organisation et donc ont mis en place des choses qui ont permis, comme les formations, le cadre légal, les enquêtes RPS, etc., d'avoir une vision globale sur l'organisation et d'avoir un cadre de qualité de vie pour les collaborateurs. Et depuis quelques temps, et depuis aussi l'arrivée du digital, on se rend compte qu'en fait, pour avoir une qualité de vie efficace, il faut que ce soit une co-construction et une co-action entre à la fois l'organisation et de l'autre côté les individus, et que chaque individu ait aussi la capacité et du coup les bons outils pour pouvoir agir sur sa situation à un niveau individuel. Et donc c'est sur cette fonction que Moodwork s'est vraiment positionné et accompagne aujourd'hui les individus pour qu'ils aient à la fois les bons outils de mesure pour comprendre leur situation à un niveau individuel, comprendre quels sont leurs facteurs de bien-être et de mal-être, quels sont leurs facteurs de risque et de protection, pouvoir agir sur leur situation à travers différents types de formations, de médias, de e-learning. On parlait de soft skills, on parlait tout à l'heure aussi de cadres psychologiques, de safety psychologique. Et en même temps pouvoir être pris en charge quand ils le souhaitent par différents types d'acteurs, de professionnels, dans un cadre aussi à la fois de montée en compétences, mais aussi de prise en charge dans des situations qui peuvent être un peu plus périlleuses. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, lorsqu'on a créé Moodwork, on s'est vraiment dit que ce qui manquait dans les entreprises aujourd'hui, c'était de pouvoir fournir à tous les collaborateurs un outil qui permette à chaque individu de pouvoir travailler sur sa situation et de pouvoir être acteur de sa situation de bien-être au travail. En partant de ce postulat, on s'est rendu compte que le problème, quand on parlait de qualité de vie au travail à l'époque, c'est que les formations qui étaient adressées généralement dans les entreprises étaient adressées au col blanc, aux personnes qui avaient une forte valeur ajoutée, aux top managers ou aux cadres supérieurs. Et qu'on donnait en aucun cas la capacité aussi à tous les collaborateurs, qu'ils soient techniciens, chauffeurs routiers, personnel soignant, médecins, d'avoir accès à un outil qui leur permette de mesurer leur situation, de comprendre et d'agir, et en même temps de pouvoir être pris en charge quand ils le souhaitent. Donc quand on a créé Moodwork, on est parti du postulat qu'on allait s'adresser à tous les collaborateurs dans une entreprise. Donc par exemple, quand on travaille chez Engie, on accompagne aujourd'hui à peu près un tiers de leur effectif monde, et on va s'adresser tant aux techniciens qui est tous les jours sur les chantiers qu'aux top managers et aux membres du COMEX. Et en fait, pour une entreprise, ils vont avoir du coup un discours et une marque employeur très forte sur le fait qu'on a un outil qui permet d'accompagner tous les salariés dans leur démarche de qualité de vie au travail. Lorsqu'on a créé du coup Moodwork, on a créé ce qu'on appelle la méthodologie des 3 A, qui sont l'analyse, l'action et l'accompagnement, qu'on appelle un peu une démarche 360 et qui permet du coup à un collaborateur de comprendre sa situation à travers des outils d'auto-évaluation, agir dessus à travers des outils de formation et d'action, et ensuite de pouvoir être accompagné et pris en charge quand il le souhaite par des professionnels qui vont du psychologue clinicien à l'assistante sociale, au coach pour les managers pour monter en compétences. Cette démarche des 3A,
on l'a du coup formalisé à travers une application mobile, web et mobile auquel le salarié se connecte et il a accès, qu'on personnalise en fonction du coup des métiers, en fonction de l'entreprise et aussi de ses problématiques, puisqu'une entreprise dans l'industrie ne va pas du tout avoir les mêmes problématiques que la PHP ou les hôpitaux ou les EHPAD. Et l'intérêt pour un collaborateur, c'est que dans un premier temps, il va retrouver des outils d'auto-évaluation, à travers notamment un outil qu'on a créé qui s'appelle le bilan de bien-être, qu'on passe de manière trimestrielle, qui permet d'avoir une photographie de ses principaux facteurs de bien-être et de mal-être en fonction de différentes catégories. Donc par exemple, ma gestion des émotions, ma gestion de mon équilibre vie pro-vie perso, ma gestion du stress, etc. On arrive à travers aussi ces outils d'auto-évaluation à capter des personnes qui sont potentiellement à risque de dépression, à risque d'épuisement professionnel, à risque de burn-out aussi, ça existe aussi, et à faire en sorte que justement elles puissent lever l'anonymat, soit auprès du médecin du travail, soit auprès des psychologues chez nous, et donc qu'elles soient prises en charge le plus rapidement possible par des professionnels. Ces outils d'auto-évaluation nous permettent aussi de pouvoir créer un profil d'utilisateur et ensuite de pouvoir le rediriger vers ce qu'on appelle du coup la deuxième partie d'action, qui est de la formation. Et à travers différents types de médias qui vont de fiches de conseils de bonnes pratiques, de podcasts, de programmes de développement personnel sous forme de e-learning et en même temps de webinaires et de conférences animées tous les mois, vont lui permettre de pouvoir monter en compétence sur des sujets, sur à la fois des soft skills, mais aussi des sujets qui concernent aussi toute l'entreprise. Donc on va pouvoir travailler par exemple sur la gestion des émotions, sur la déconnexion, sur l'investissement en entreprise, sur la collaboration, etc., etc. Et enfin, le dernier outil, c'est l'accompagnement. Donc, ça nous semblait primordial que tous les collaborateurs puissent aussi avoir accès à un accompagnement humain. Et les salariés peuvent prendre rendez-vous quand ils le souhaitent avec des professionnels qui vont, comme je vous le disais, de l'assistante sociale, du psychologue clinicien, du travail, etc. Et ce, de 9h à 23h tous les jours de la semaine. On parle beaucoup de qualité de vie au travail. Et pour terminer, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que depuis 20 ans, on est passé de RPS, donc de la prévention des risques psychosociaux avec une démarche très organisationnelle, à la qualité de vie au travail où on inclut beaucoup plus l'individu, où aujourd'hui l'accord national interprofessionnel qui a été de nouveau voté en janvier parle aujourd'hui de qualité de vie et de conditions de travail. Et comme l'ont rappelé tout à l'heure, notamment Jérémy, sur le fait d'être dans un cadre psychologique safe, on se rend compte aujourd'hui que les entreprises sont dans une volonté de pouvoir rendre service aux collaborateurs et de lui simplifier aussi la vie, surtout dans le monde hybride dans lequel on arrive aujourd'hui. Et donc, petit à petit, on est passé du coup de l'organisation à l'individu, et petit à petit, et sans jugement, les entreprises, aujourd'hui en tout cas nos entreprises clientes, nous demandent d'aller de plus en plus aussi vers la sphère personnelle pour pouvoir simplifier les vies du salarié sur la parentalité, sur on va offrir des cours de yoga, des cours de sport, sur il faut aussi qu'on ait un volet sur l'aide aux aidants. Et donc petit à petit, on s'immisce aussi dans la vie du collaborateur, à tort ou à raison. Mais en tout cas, les entreprises sont aujourd'hui dans une démarche aussi bienveillante de vouloir simplifier la vie des collaborateurs et de vraiment rentrer dans une démarche aussi personnelle. Et donc on ne parle plus non seulement aujourd'hui de qualité de vie au travail, mais du coup de qualité de vie tout court dans les entreprises. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Benjamin. Félicitations pour ton intervention. De nouveau, on passe aux questions et réponses. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour commencer? Une question. Donc la question porte sur si un collaborateur a un résultat alarmant à son auto-évaluation, comment ça se passe derrière le processus. Donc le processus, c'est ce qu'on appelle du coup une levée d'anonymat. Donc le salarié, s'il a un score inférieur à 40 sur 100 sur son bilan de bien-être, on va en fait lui pousser le fait que ces différents facteurs de risque sont trop importants. Et donc on lui recommande, et c'est toujours à la main du collaborateur, de lever l'anonymat auprès des acteurs qui sont soit référencés dans l'entreprise, et donc on met en marche la médecine du travail ou les psychologues si c'est des grandes organisations, ou ça peut être aussi des référents CSE ou RH, ou les psychologues qui sont chez nous et donc cliniciens. 99% du temps, les salariés lèvent l'anonymat d'abord auprès d'un psychologue clinicien chez Moodwork. Ensuite, on met en marche une prise en charge. Donc, on prend en charge le collaborateur, on lui impose 5 séances de suivi pour justement résoudre sa problématique. Et ensuite, si la problématique n'est pas résolue, on intervient aussi en tant que médiateur auprès des responsables, auprès des ressources humaines, pour comprendre si c'est un sujet, par exemple, que le collaborateur n'est plus à sa place dans l'entreprise, il y a un problème de management, de harcèlement, etc. etc. Et donc, c'est toujours à la main du collaborateur parce qu'on ne pourra pas bafouer justement cette notion de levée d'anonymat. Par contre, on incite
tellement en fait à prendre conscience de sa situation qu'il le fait, on va dire, assez naturellement. Merci Benjamin. Est-ce qu'on a une autre question, que ce soit en direct ou dans le chat? On rappelle, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut poser directement à Benjamin. On n'a pas d'autres questions en direct? Merci à tous. Eh ben, on est bon du coup. Merci beaucoup Benjamin. On va pouvoir passer à notre dernier pitch de startup avant la fin de cette matinée. Et cette dernière startup, elle va adresser les sujets de société d'une manière un petit peu différente, puisqu'on va plus parler là d'égalité des chances, et on va parler aussi de quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment même, mais d'élocution. Alors c'est marrant qu'on soit à la maison de la discussion. Je pense que c'est bien tombé pour toi, Victor. Je t'invite à nous rejoindre sur scène pour nous présenter un petit peu Locucia, Eloquentia et tout ce que vous faites. Même jeu que les autres, hein, 10 minutes, suivi de 5 minutes de questions-réponses. Merci Clément. Bonjour à tous. Est-ce que déjà tout le monde va bien? Fin de matinée, est-ce que tout le monde est encore en forme pour suivre ce dernier pitch? Alors, Locucia, comme son nom l'indique, on est plutôt effectivement sur la prise de parole. Locucia est un organisme de formation à la prise de parole en entreprise, donc sous diverses formes de formation, coaching, etc. Et moi-même, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, c'est quand même la première chose. Je suis Victor Dumas, je suis le directeur général de Locucia. Stéphane de Freitas, qui en est le fondateur, devait m'accompagner aujourd'hui, mais il est pris dans une interview de dernière minute, donc tant mieux pour lui, mais je vais essayer de parler de Locucia comme lui le fait d'habitude. Rapidement, moi j'ai un cursus assez classique, j'ai été commercial chez Groupon, à l'époque le site de e-commerce qui a fait un boom il y a 6-7 ans. Et après j'ai rejoint l'entreprise familiale en tant que directeur commercial dans une entreprise d'événementiel professionnel. Et c'est mon père qui l'a dirigé. Et en fait, si je vous raconte tout ça, c'est que je me suis moi-même fait dans mon cursus personnel la réflexion, très souvent, que dans les entreprises dans lesquelles j'étais passé, il y avait un problème dans les relations humaines, que ce soit managérial, que ce soit même dans les incentives des commerciaux quand j'étais chez Groupon. J'en venais même à un moment donné à me demander si je ne souhaitais pas que mon collègue commercial échoue pour que moi je réussisse. Donc on était arrivé dans un espèce de système managérial, de relations collègues, etc., où en plus moi j'ai fait du rugby pendant 20-25 ans, et les valeurs c'était plutôt solidarité, abnégation, on se supporte les uns les autres, etc. Là, en entreprise, je n'ai pas du tout vu ça. Et quand je me rends compte de ça, alors de manière encore plus particulière, parce que c'était mon père qui était le dirigeant de l'entreprise, donc là, on va peut-être parler de génération. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de génération derrière tout ça? Mais mon père, voilà, très vertical, un management à la schlag, comme il aimait appeler ça. Et au début, je le suivais, je disais, ouais, t'as raison, faut y aller comme ça. Puisqu'en fait, il y a une petite voix au fond de moi qui me disait, non, c'est pas possible. On ne peut pas créer des relations durables en entreprise de cette manière-là. Donc j'ai décidé de claquer la porte il y a 3 ans. Donc c'était quand même une des décisions les plus dures je pense, de ma vie. C'est à la fois, je m'émancipe de mon père, qui était à la fois mon boss et mon père évidemment, et puis en plus, voilà, je décide de faire autre chose. 1 mois après, les choses sont plutôt bien faites. Je rencontre Stéphane de Freitas, qui était un ami du lycée. Je voyais un peu son parcours à côté. Il a fait énormément de choses effectivement, il a créé Locucia, qui était, je vais vous en parler juste après. Et lui me dit, écoute Victor, j'ai beaucoup d'entreprises qui viennent me voir parce que justement la prise de parole, c'est un sujet qu'ils commencent à aborder de plus en plus chez eux. La France est un parent pauvre, je dirais, de la prise de parole en public, notamment par rapport aux pays anglo-saxons. Et donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc après Locucia, qui est une association qui forme les jeunes à la prise de parole, là j'ai envie de créer Locucia, un organisme de formation à la prise de parole en public en entreprise. Je dis banco. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je venais de claquer la porte de mon entreprise familiale et là je vois il y a une manière potentielle de pouvoir aider les personnes et justement aider aussi à la communication en entreprise. Tout ça étant dit, ce que Stéphane Là, je me suis éclaté à faire la slide. Hein. Je pense que si je ne vous l'explique pas, à mon avis, vous risquez d'avoir du mal à la décrypter. Mais ce que Stéphane m'apporte à ce moment-là, il me dit, voilà, j'ai créé une pédagogie qui s'appelle Porter sa voix. Donc on parlait de plein de choses depuis le début de la matinée.
Mais Stéphane, pour la petite histoire, lui, c'est un fils d'immigrés portugais. Il vit à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Donc, il fait toute sa scolarité là-bas. Donc, des salles de classe très vivantes, hein, comme vous pouvez imaginer. La parole est d'ailleurs très libérée, quoique quelquefois un peu chaotique. Hein, ça peut être le penchant, le pendant. Et donc, avec aussi donc des tenues vestimentaires dont il parle, effectivement. Voilà, les requins, le jogging dans les chaussettes, la doudoune, etc. Stéphane est à 16 ans le premier basketteur en France, le plus jeune, qui signe un contrat pro. Il signe un contrat pro à Rueil-Malmaison, donc il a 16 ans, et d'un seul coup, ses parents déménagent de Aubervilliers et ils vont s'installer à la Porte d'Auteuil. Donc ouest parisien, nouveau changement, donc c'est pour ça que ça explique effectivement, alors évidemment je suis un peu caricatural dans mes photos, les mocassins à gland, je vous rassure, tout le monde ne les a pas non plus dans la Porte d'Auteuil. Il n'empêche que d'un seul coup, lui, il change de milieu social, et ça, il le prend comme une claque. Lui, il arrive en cours, wesh, salut cousin, bien ou quoi, avec ses requins et son jogging, et là, il se rend compte que la tenue vestimentaire, déjà, en face, c'est pas la même, et qu'en plus, la manière de s'exprimer n'est pas la même. Et là, il se dit, merde, moi qui étais effectivement joyeux, j'entraînais tout le monde, en plus, il est sportif, etc., donc il est très communicatif. Là, d'un seul coup, il se retrouve face à une barrière, c'est-à-dire que le langage que les autres parlent n'est pas le sien. Et idem, les autres, ils commencent à l'écarter. Et même, pourquoi pas, et même éventuellement, lui, ce qu'il a ressenti, c'est qu'on a même pu juger de son intelligence par sa manière de s'exprimer. Et le point culminant, c'est un jour, la professeure de maths l'appelle au tableau. Elle lui dit Monsieur de Freitas, puisque c'est un lycée privé, on se vous voit, on parle, c'est monsieur avec son nom de famille, etc. Est-ce que vous pouvez nous réciter le théorème de Pythagore? Et là, lui, comme ça, il lui lâche « Wesh, madame, du tac au tac, comme ça, vous rigolez ou quoi ?» Évidemment, là, pas un bruit dans la classe. Tout le monde le regarde comme ça, atterré. La prof, tout de suite, le punit, lui dit « Bon, bah, ce sera 6 heures de colle sur les 3 prochains samedis, et vous recopierez, on ne parle pas comme ça à son professeur, etc. » Donc déjà, je vous disais qu'effectivement, il ressentait vraiment une différence de milieu social, qui était encore plus celui par la parole. Mais quand, en plus, il subit cette honte et cette humiliation, pour lui, d'un seul coup, il arrête de parler. Il se retrouve dans un mutisme, il est timide, il n'ose plus s'exprimer, il se dit si je sors quelque chose, je vais me faire éclater. Et donc il recommence à rentrer dans un cercle vicieux, effectivement il ne parle plus, alors qu'il était très extraverti avant, etc. Et donc je vous ai mis cette image d'un psychologue, un éminent psychologue, c'est Carl Rogers, parce que sa mère, voyant ça, lui dit viens, on va essayer d'aller voir un psychologue, etc. Et donc il n'a pas vu Carl Rogers en personne, hein, ça aurait été extraordinaire, mais il a vu quelqu'un qui était de ce pendant-là de la psychologie, c'est-à-dire qu'on part du principe déjà qu'on est l'individu, on a une lecture très optimiste de l'individu, encore faut-il l'amener à travers une conduite d'entretien semi-directive, donc c'est un peu la méthode de Carl Rogers, de l'amener sur des sujets où lui-même, grâce à la parole, va réussir à dénouer des situations qui sont enfouies en lui. Donc c'est ce qu'il fait, et ça marche. Il commence à comprendre, à mettre des mots sur ses émotions. Donc c'est toute cette partie introspective dont on parlait ce matin, sur comment se questionner sur son identité, etc. Donc je ne dis pas qu'il faut systématiquement faire une séance de psychanalyse. Néanmoins, cette méthode, et d'ailleurs c'est un terme qui revient à la grecque antique, c'est la maïeutique. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu ce mot, mais la maïeutique, c'est la manière de faire accoucher nos idées, nos pensées, grâce au questionnement. Grâce à, et donc je pense qu'avec la maison de la conversation ici, je voyais des salles d'écoute, etc. C'est effectivement une écoute plus approfondie que simplement celle qui consiste à vous écouter, mais à parler d'autre chose. Non, là, on va vous aider à accoucher de vos idées. Donc Stéphane fait ça, et là, libération pour lui. Et en plus, si dans ses études juste après, il commence à s'intéresser à l'art oratoire de manière beaucoup plus approfondie. Il rencontre des avocats, la rhétorique de l'avocat, qui est une rhétorique très particulière, la rhétorique du comédien, etc., etc. Donc il voit une multitude d'arts oratoires, et il décide en 2012 de revenir à l'université de Saint-Denis avec un projet, c'est celui de créer le premier concours d'éloquence à l'université de Saint-Denis, en créant l'association Éloquentien. Et en plus, Stéphane, qui est multicasquette, a la bonne idée aussi de prendre sa caméra et de suivre ce premier groupe d'une trentaine d'étudiants qui jouent le jeu, justement, et il les suit avec sa caméra, et il va en faire un film documentaire qui s'appelle À voix haute. Je ne
Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Je vois quelques têtes, ça fait plaisir. Moi, c'est un film qui m'a bouleversé, personnellement. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire de pouvoir... Alors, il y avait aussi d'autres sujets qui étaient derrière ça, des sujets sociétaux, des sujets de liberté d'expression. On était dans un moment où la liberté d'expression était extrêmement challengée. Il y avait les histoires, il y avait les attentats à Charlie Hebdo. En fait, et on en parlait aussi ce matin, Boris, je crois qu'il l'a dit, c'est qu'on est dans la culture du clash aujourd'hui. On n'est plus du tout dans la culture du dialogue, de l'échange, de l'écoute, du respect, de la bienveillance. On est dans celle du buzz, on est dans celle de celui qui va dire la plus grosse connerie qui va être relayée dans tous les réseaux, etc. Et donc on n'est plus du tout, on est sur des arguments ad hominem. Si certains d'entre vous savent un peu ce que c'est au lieu de parler des idées que tu es en train de me dire, je veux parler de toi, ce que tu as fait en 92, etc., etc. On ne parle plus des idées, on parle évidemment de choses qui sont très court-termistes. Donc lui, il veut redorer aussi un peu le blason des banlieues à travers ce concours et à travers cet apprentissage de la prise de parole qu'il dit éducative. Éducative, c'est-à-dire réapprendre aussi à écouter l'autre, apprendre à respecter dans toutes ses opinions, n'a pas de jugement, etc., etc. Et dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'on est vraiment effectivement dans une idée de vouloir co-construire, etc. 2 minutes, super. Eloquentia, donc aujourd'hui, voilà le résultat. Ça fait depuis 9 ans que ça existe et ils sont maintenant partout en France et partout dans le monde. Très rapidement, l'éloquence ou l'art de convaincre, donc ça, c'est si on revient à la Grèce antique ou même au temps de Cicéron, qui est un grand rhétoricien, instruire, plaire, émouvoir, c'est quelque chose effectivement qui est intéressant d'avoir en tête. Instruire, si j'ai une information à partager, enfin, si quand je prends la parole, j'ai de l'information, j'ai quelque chose à partager que les autres ne savent pas. Plaire, si je prends du plaisir, est-ce que je prends du plaisir? Dans ce cas-là, effectivement, l'auditoire va normalement le sentir et le savoir, et donc c'est plus intéressant aussi de suivre quelqu'un qui prend du plaisir à prendre la parole. Et émouvoir, et là on vient sur le côté un peu pathos, c'est comment je suscite aussi potentiellement des émotions dans mon public, que ce soit du rire, des larmes, des pleurs, la nostalgie, enfin toutes les émotions possibles. Mais ce qui est intéressant dans l'approche de Stéphane, c'est que l'éloquence finalement n'est qu'un moment suspendu. Qu'est-ce que, à travers la pédagogie portée savoir, on va essayer de travailler? C'est surtout la congruence. La congruence, c'est le carrefour entre ce que je ressens, donc à la fois ressentir, quelles sont mes émotions, la colère, la tristesse, même en entreprise, qu'est-ce que je ressens quand quelqu'un me parle comme ça, réapprendre à se questionner, ce que je pense, quel est mon sujet, l'esprit critique, je pense quoi de ce sujet-là, etc., etc. Et enfin, ce que je vais dire. Si on est aligné avec ces 3 valeurs, normalement, on peut potentiellement aller vers ce qu'on peut appeler de l'éloquence. Et le triptyque d'apprentissage, justement, que ce soit chez Eloquentia ou chez Locutia, c'est introspection, structuration du propos et enfin verbalisation. Et qui sont matérialisés par ces 5 matières, donc là, qui sont très, j'allais dire, ludiques, à la fois théoriques et ludiques quand on fait les formations. Donc la rhétorique, l'expression scénique, donc évidemment le théâtre pour développer la confiance en soi, etc. La voix et la respiration, très important. Poésie et slam, parce qu'à Aubervilliers, c'était une manière aussi de travailler ces autres formes d'oralité. Et enfin, inspiration professionnelle et personnelle. Et en entreprise, je vais rester sur cette slide-là, je ne veux pas forcément aller plus loin, mais voilà un peu quels sont les champs du coup d'application de cette formation qui est celle de porter sa voix, qui est à peu près de 3 jours. Et évidemment, après, il y a plein de connexions possibles. C'est-à-dire que c'est un socle qui permet un peu tout ce que je vous ai dit depuis le début, et après d'aller vers évidemment des prises de parole spécifiques en entreprise, tout ce qui est discours, présentation, pitch commercial, média training, etc. Et là, la parole managériale, un sujet évidemment omniprésent aujourd'hui, à la fois pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour évidemment le travail d'équipe. Et enfin, bien-être et QVT sur tout ce qui est aussi autour de développement de la confiance en soi, la gestion de conflits, la cohésion d'équipe, etc., etc. C'est parfait. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi, Clément. On vous rappelle en toute manière qu'on vous enverra les slides, donc vous aurez le temps de tout lire en détail sur cette dernière slide sur laquelle Victor a dû passer vite. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Victor sur Locutia, sur Eloquentia, sur les sujets que ça porte et que ça amène? Ou dans le chat, de nouveau, on vous rappelle, c'était vous libre de poser des questions.
Je pense qu'on commence à avoir faim. Ouais, je pense que tout le monde commence à avoir faim. Il est déjà midi. Du coup, si on n'a pas de questions, je vais tous vous remercier. Victor, je vais te laisser regagner ta place. Et puis, je vais de nouveau du coup remercier la Maison de la Conversation pour nous avoir accueillis dans ces locaux et nous avoir permis de faire ça. Tous les partenaires derrière l'enjeu de cette université d'été sur le facteur humain. Alors, ils sont nombreux, je ne vais pas faire la liste entière, mais vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'université d'été. Et puis, vous les avez sur tous les supports qui sont partagés. Et puis, vous tous, en fait, que ce soit en distanciel dans cette petite caméra ou en présentiel, tout ici, pour participer, pour vous intéresser aussi, pour vous questionner sur ces sujets de société, sur comment est-ce qu'on peut changer les choses. Je vous l'avais dit un petit peu en intro rapidement, nous, au LabRH, on essaie aussi de changer des choses. Alors, à travers le prisme du monde du travail, du monde des ressources humaines, on essaie d'accompagner des startups auxquelles on peut donner l'occasion de se faire entendre, en fait, de faire entendre leur voix. Voilà, on parlait de faire entendre sa voix, et c'est exactement ça. Mais aussi des entreprises qu'on accompagne très régulièrement sur l'acculturation à l'innovation RH, comment est-ce qu'on peut repenser les processus RH, comment est-ce qu'on peut, là je vais parler un peu phrase cliché, mais remettre l'humain au centre de l'entreprise. Et même si c'est cliché, c'est important de le dire parce qu'en fait, on ne le fait pas assez. Et vraiment accompagner les collaborateurs, arrêter de voir l'humain comme une ressource. C'est paradoxal, hein, on travaille dans les ressources humaines, on appelle ça les ressources humaines. Mais plutôt penser les humains comme des people, le terme anglo-saxon là, qui revient de plus en plus et qui est à la mode chez les Google et compagnie. Mais effectivement, voir les collaborateurs comme des êtres humains qu'on peut accompagner sur un chemin de leur carrière, sur un moment de leur vie, voire sur l'entièreté de leur vie professionnelle à minima, et comment est-ce qu'on peut les faire grandir, les faire évoluer, que ce soit avec des solutions dans la qualité de vie au travail, comme on a vu beaucoup, mais aussi par tous les autres prismes des ressources humaines. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou vous intéresser sur notre site internet. De nouveau, pour tous ceux qui sont en ligne, on vous enverra les coordonnées des intervenants et les présentations. Et pour ceux qui sont en présentiel, on vous les enverra aussi. Mais maintenant, vous avez encore un petit temps d'échange pour reprendre café, croissant, avant de se quitter pour aller déjeuner. Très bonne journée, merci à tous et au revoir.